L'Assemblée va à présent entendre une déclaration de Keir Starmer, Premier ministre et Premier Lord du Trésor du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je prends la parole devant l'Assemblée générale aujourd'hui en tant que personne qui croit fermement dans les principes de cet organe et qui croit fermement dans la valeur, dans l'importance de la coopération internationale. Je me souviens d'avoir lu la Déclaration universelle des droits humains alors que j'étais étudiant. Et ce texte a eu un effet profond sur moi. J'ai consacré ma carrière en tant qu'avocat à travailler à protéger ces droits. Et cette déclaration continue de m'inspirer aujourd'hui en tant que Premier ministre, parce qu'elle parle, tout simplement, ce texte parle de notre dignité, la dignité qui est inhérente qui nous est inhérente, qui aborde l'essence même de ce que c'est que d'être humain, qui parle de nos droits inaliénables, de nos droits qui sont les mêmes, basés sur un socle de liberté, justice et paix dans le monde. Mais alors que nous sommes réunis aujourd'hui, cela peut sembler être un espoir lointain, alors que les conflits touchent davantage de pays, plus qu'à tout autre moment de l'histoire de cette Assemblée. Et de par le monde, davantage d'incendies font rage, éclatent, brûlent avec une plus grande intensité, ont un poids très très lourd à Gaza, au Liban, en Ukraine, au Soudan, au Myanmar, au Yémen et au-delà. L'immense majorité des besoins humanitaires dans le monde sont le fruit de conflits. Et après 20 ans de gains en matière de lutte contre la pauvreté, contre la maladie, contre la mauvaise santé, la guerre est l'une des principales raisons pour lesquelles le progrès aujourd'hui stagne. C'est une catastrophe causée par des mains humaines qui a affaibli la cause de la coopération, qui a semé la division politique entre le Nord et le Sud et qui a tourné l'aiguille de la boussole géopolitique, qui l'a détourné de l'état de droit et l'a tourné dans la direction de l'agression et de la force brutale. Ceci doit être important pour nous tous. C'est important pour le peuple britannique. Mon gouvernement a été élu pour changer la Grande-Bretagne, pour accomplir des missions au niveau national, pour atteindre une croissance plus importante, pour que les rues dans mon pays soient plus sûres, pour que l'énergie soit plus propre, pour qu'il y ait davantage de chances, pour que les gens que la société soit en meilleure santé. Mais derrière chacune de ces missions, il y a quelque chose qui se cache, quelque chose qui n'avait été jamais dit auparavant, mais qui doit être dit aujourd'hui. Nous devons reconnaître que notre succès en Grande-Bretagne ne peut jamais être séparé des événements qui se produisent à l'étranger, des difficultés mondiales qui nous touchent également chez nous. Et ne lutter que contre les effets de la guerre, de la pauvreté, des changements climatiques, des pandémies ou de la migration irrégulière, eh bien, ceux-ci vont arriver jusqu'à nos portes. Et ne lutter contre les effets, eh bien, nous condamne à l'échec. Nous devons travailler avec d'autres pour régler ces problèmes à la racine. Traiter ces problèmes à la racine, en traiter des causes profondes. La Grande-Bretagne est plus forte lorsque nous changeons notre approche sur la scène internationale. Mon message aujourd'hui est le suivant. Le Royaume-Uni aujourd'hui a choisi d'être à nouveau un leader responsable. Parce que nous pensons que le système international peut être meilleur et nous devons l'améliorer. Les gens et la population parlent d'une ère de division, impunité, instabilité, un détricotage de la Charte des Nations Unies. Et j'ai le sentiment je crains qu'un sentiment de fatalisme ne s'installe. Et notre mission est de dire non, nous n'accepterons pas de retomber dans davantage de conflits, d'instabilité et d'injustice. Et nous
ferons tout ce qu'il faut pour changer cela. Le moment est venu de réaffirmer des principes fondamentaux, de réaffirmer notre volonté de les défendre, de nous engager à nouveau au service des Nations Unies, de l'internationalisme, de l'état de droit, à travailler ensemble pour la paix, le progrès et l'égalité, parce que c'est ça qui est juste. Oui, absolument. Parce que cela va clairement dans le sens de nos intérêts et nous sommes prêts à monter au créneau dans un esprit de respect et de partenariat. Je ne suis pas en train de dire que régler ces problèmes est facile, mais il y a des choses éminemment pratiques et positives que nous pouvons faire. Nous pouvons commencer par faire face à la vague croissante des conflits et empêcher ainsi une guerre régionale au Moyen-Orient. J'appelle Israël et Hezbollah à arrêter la violence, à reculer, à ne pas aller vers le gouffre. Nous devons être les témoins d'un cessez-le-feu immédiat pour donner davantage d'espace à un règlement diplomatique. Et nous travaillons avec tous nos partenaires à cette fin parce que l'escalade ne sert à personne. Elle n'offre aucune solution, rien, sauf à part davantage de souffrance pour des populations innocentes des deux côtés de la frontière, et la perspective d'un conflit plus général que personne ne peut contrôler avec des conséquences que personne ne peut prévoir. Ceci est intimement lié, c'est clair, à la situation à Gaza, où nous avons une fois de plus besoin d'un cessez-le-feu immédiat. La souffrance à Gaza continue de croître et c'est une honte. Or, la réponse à cette crise est diplomatique. La libération des otages, l'acheminement sans entrave de l'aide vers les personnes qui en ont besoin. C'est la seule manière de rompre le cycle dévastateur de la violence et de commencer notre cheminement vers un règlement politique sur le long terme qui tiendra la promesse, une promesse que nous avons faite depuis longtemps, d'un État palestinien vivant côte à côte, en sécurité avec Israël. Et nous devons également travailler pour la paix au Soudan. Nous devons adapter la réponse, nous devons répondre comme il se doit à la crise humanitaire la plus grave du monde d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'agir davantage pour acheminer l'assistance et pour garantir la paix. Le monde ne peut pas regarder de l'autre côté et nous devons également défendre le droit international. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement déterminés dans notre soutien à l'Ukraine. L'Ukraine, les Ukrainiens exercent leur droit à la légitime défense, comme le prévoit la Charte des Nations Unies, telle que l'ont reconnu 141 membres de cette Assemblée. Nous resterons aux côtés de l'Ukraine le temps qu'il faudra, parce que l'alternative, sinon, faire le contraire reviendrait à confirmer les pires allégations, les pires rumeurs sur cette organisation, à savoir que le droit international n'est qu'un tigre de papier, que les agresseurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous ne permettrons jamais que ce soit le cas, parce qu'il nous incombe de répondre à un monde de plus en plus dangereux avec détermination. Nous devons maintenir la sécurité de nos populations, mais ce n'est pas suffisant. Notre responsabilité ne s'arrête pas là. Nous devons travailler à apaiser le monde. Nous devons travailler à ce que le monde soit un endroit moins dangereux. Et nous devons faire face à certaines réalités. Les institutions de la paix ont des difficultés. Elles sont sous-financées, sous pression, surpolitisées. Le cadre de contrôle des armements et de lutte contre la prolifération qui a été construit et élaboré avec difficulté pendant des décennies a commencé à tomber en morceaux. L'Iran continue d'accroître ses activités nucléaires en violation de ses engagements internationaux. De nouvelles technologies incroyables comme l'intelligence artificielle sont maintenant utilisées à des fins militaires, sans règles arrêtées. Voilà des difficultés bien grandes auxquelles nous devons nous atteler, qui sont trop urgentes pour être ignorées. C'est la raison pour laquelle le nouveau pacte pour l'avenir est tout aussi important. Nous devons donner une nouvelle énergie, davantage de créativité à la recherche de solutions aux conflits, à la prévention de ceux-ci. Nous devons renverser la tendance qui nous mène vers davantage de violence, rendre les institutions de la paix adaptées à la réalisation de leurs objectifs et demander aux membres de l'organisation de respecter leurs engagements au titre de la charte. Mais notre responsabilité à nouveau ne se limite pas à ça. Il y a d'autres difficultés qui nous touchent. Nous travaillerons pour que les ODD, pour remettre sur les rails les ODD. Donc, Monsieur le Président, sous ma direction, le Royaume-Uni sera à nouveau un leader. Il luttera contre les changements climatiques au niveau national, à l'international. Nous allons assurer
respecter à nouveau nos engagements vis-à-vis du développement international. Comme beaucoup d'entre vous, d'ici quelques semaines, je me rendrai à Samoa pour la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, où une génération d'enfants sont confrontés au départ, à l'obligation de quitter les îles qui les ont vus naître pour toujours. La menace du changement climatique est existentielle et elle a lieu, c'est une réalité aujourd'hui et maintenant. Donc nous avons modifié l'approche de la Grande-Bretagne. Nous avons levé l'interdiction qui pesait sur l'énergie éolienne en Angleterre. Nous avons mis un terme aux nouvelles licences d'exploitation, aux autorisations d'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons créé Great British Energy, qui deviendra alors que nous efforçons de devenir d'ici 2030 une des principales économies à aller vers une énergie propre. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que oui, nous respecterons notre objectif d'émissions nettes zéro sur la base d'une contribution déterminée au niveau national ambitieuse lors de la 21e conférence des parties, conformément à notre obligation de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Et nous soutiendrons d'autres pays à en faire de même. Nous savons que le volet financier est fondamental et le Royaume-Uni continuera d'être un pays qui contribue au financement du climat à l'international. Ceci suppose de soutenir la nature, les forêts, parce que ceux-ci sont fondamentaux pour la diversité biologique, pour la réduction des émissions. Et ceci suppose également de financer l'adaptation au changement climatique, parce que ceux qui n'ont pas causé cette crise ne doivent pas avoir à faire face à ses conséquences. Et le Royaume-Uni continuera également de contribuer au développement. Nous entendons respecter nos obligations de 0,7% du PIB destiné à l'APD, lorsque le climat budgétaire le permettra. Mais soyons francs, les finances publiques, le public ne pourra jamais financer les besoins. Nous devons l'utiliser comme un démultiplicateur pour obtenir de plus grands niveaux d'investissement de la part du secteur privé. Nous avons déjà commencé à travailler. Je peux vous annoncer que nous sommes en train de créer un nouveau mécanisme d'investissement internationaux britanniques. Et nous travaillons avec la City de Londres pour mobiliser des milliards, mobiliser les fonds de pension, les compagnies d'assurance pour investir dans le développement, pour lutter contre le changement climatique. C'est ça l'innovation britannique, et nous entendons atteindre nos objectifs. Et dans chacune des domaines dont je vous ai parlé, avec toutes les retombées bénéfiques que ceci permettra d'obtenir. Voilà l'approche que nous devons adopter, une approche novatrice. Nous devons réfléchir de manière différente, aller plus vite. Nous devons être prêts à changer les choses dans 3 domaines clés. Tout d'abord, nous devons changer le système financier international pour proposer un meilleur marché aux pays en développement, et devons utiliser notre siège au Conseil du FMI et de la Banque mondiale pour adopter une approche plus audacieuse, pour faire face à une dette trop lourde qui accentue la pauvreté et l'inégalité, qui prive les enfants d'éducation et les malades de soins de santé. Nous devons surmonter, balayer les obstacles à l'investissement, des obstacles qui jugulent le flux du financement privé. Nous devons mettre un prix au coût véritable des émissions par le biais d'une nouvelle taxe sur la navigation mondiale, avec cette taxe qui pourrait être ensuite utilisée pour lutter contre les changements climatiques, pour réduire davantage les émissions. Nous devons accélérer les réformes, la réforme des banques multilatérales de développement, de manière à ce qu'elles assument davantage de risques, débloquer des milliards, des centaines de milliards pour aider les pauvres, pour contribuer à une économie mondiale basée sur des émissions, de faibles émissions. C'est un jalon dans la lutte contre la pauvreté approche. D'ailleurs, c'est la reconstitution de l'Association internationale de développement. C'est une chance pour tous de faire preuve davantage d'ambition, de manière à ce que l'AID puisse être plus grande, plus forte, pour aider davantage de personnes, en particulier ceux qui sont dans des États fragiles, dans des zones de conflit. Nous serons également plus ambitieux. Nous élèverons le niveau de nos promesses et nous jouerons notre rôle et saisirons cette occasion. Ensuite, deuxièmement, si nous voulons que le système assure et servent les plus pauvres et les plus vulnérables, leur voix doit être entendue. Donc nous entendons rendre le système plus représentatif et plus à l'écoute de ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous défendrons le principe de résultats plus justes, mais une représentation plus juste dans le service que nous fournissons à ces pays. Mais ça s'applique également au Conseil de sécurité. Il doit évoluer, il doit devenir un organe plus représentatif, prêt à agir et non pas paralysé par des considérations politiques. Nous voulons davantage de représentation africaine au niveau du Conseil, le Brésil, l'Inde, le Japon et l'Allemagne en tant que membres permanents. Et nous voulons davantage de membres élus également. Et enfin, pour
soutenir tous ces efforts, nous allons également changer comment nous faisons les choses au Royaume-Uni. Nous allons laisser de côté le paternalisme du passé, aller vers davantage de partenariats, des investissements dans l'avenir. Nous allons écouter davantage, parler un petit peu moins, nous allons mettre à disposition nos compétences et travailler dans un esprit basé sur le respect. Nous adhérer au pacte de Paris pour les peuples et la planète. Lancer une nouvelle alliance mondiale pour les énergies propres, briguer un nouveau mandat au Conseil des droits de l'homme et nous joindre aux autres pour relever les défis les plus grands, comme la résistance aux antimicrobiens, la préparation de la prochaine pandémie ou des épidémies de maladies meurtrières comme la variole du singe. Nous sommes prêts à travailler avec tous les membres des Nations Unies parce que l'ampleur des défis l'exige et notre prospérité et notre sécurité en dépend. Et je le dis une fois de plus, tout ceci est important pour la Grande-Bretagne. Monsieur le Président, en luttant contre les conflits, en progressant dans la lutte contre les changements climatiques et la pauvreté, en réformant le système international, de manière à ce que celui-ci soit adapté à la réalité du XXIe siècle. Nous pouvons apporter une réponse à l'espoir et à la promesse qui ressort des documents fondateurs de cette organisation. Ensemble, parce que cela va dans le sens de nos intérêts à tous, nous pouvons changer de cap, nous écarter de cette voie destructrice et dangereuse sur laquelle nous nous trouvons, et nous tourner au contraire vers une route devant nous mener à l'état de droit, à la coopération, à la responsabilité, au progrès et à la paix. Merci. Au nom de l'Assemblée, je souhaite remercier le Premier ministre et Premier Lord du Trésor du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.